donc pour la session 2 qui s'intitule Diagnostic et prise en charge du patient avec une dysfonction rénale. Les modérateurs et modératrices sont Enora Hatchadé et Karim Lacal. Merci. Et je vous propose qu'on enchaîne les topos de la même manière pour permettre un temps d'échange avec les différents experts par la suite. Alors, on va pouvoir commencer par le premier topo, le professeur Duranteau, qui va nous parler des facteurs hémodynamiques dans la prévention de l'insuffisance rénale aiguë. Bonjour, c'est avec grand plaisir que j'ai assisté déjà ce matin aux sessions. Vraiment, j'ai adoré. Donc, je vais vous parler un peu d'hémodynamique. Est-ce qu'on peut prévenir mes liens d'intérêt? Alors, quand on parle d'hémodynamique et qu'on se dit, voilà, comment je pourrais prévenir la dysfonction rénale au décours des états de choc, on parle, ça a déjà été dit, on parle de pression, mais on sait qu'il faut aussi du débit, et puis on parle de flux d'entrée, on parle de flux de sortie, c'est très important, on a parlé de congestion. C'est quelque chose qu'on doit intégrer quand on réfléchit au lit du malade, quelle est la meilleure stratégie. L'autre chose, c'est que on se dit, oui, le rein, c'est encapsulé. Alors moi, j'aime la microcirculation, donc je me dis, oh là, s'il y a un œdème au niveau du rein, les micro-vaisseaux, ils vont être comprimés, ça va plus passer. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est pas une réalité? Donc ça, c'est une question. On parle de syndrome du compartiment abdominal, évidemment que ça a un retentissement sur la fonction rénale, donc il faut le rechercher notamment en post-op de chirurgie digestive. Donc dans son raisonnement, il faut essayer d'intégrer tout et évidemment, si le raisonnement est un raisonnement hémodynamique, mais on en a parlé ce matin, forcément, ce n'est pas que de l'hémodynamique pure. Ça serait trop beau sinon. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de faire au mieux, en fait. On essaie de faire au mieux parce qu'on est quand même en aveugle. Qu'est-ce qui se passe au niveau du rein? Les biomarqueurs, on nous promet depuis des années. L'échographie, moi je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Évidemment, c'est une approche qui est super... qui est l'approche de l'avenir, mais parce que les échographes vont s'améliorer, les images vont être de plus en plus performantes, mais pour l'instant, on arrive à avoir des flux au niveau rénal, c'est pas mal, mais c'est encore très grossier, c'est un peu on-off, on arrive à détecter la congestion, donc on progresse. Donc on manque quand même d'une façon de monitorer l'hémodynamique. Donc on essaie de faire au mieux, on essaie d'optimiser la macrocirculation en se disant, si je me fixe un niveau de pression artérielle, si j'améliore mon débit cardiaque, j'espère que je vais faire une bonne circulation au niveau de mon rein et que la microcirculation au niveau rénal va être super contente. Alors, on a deux façons en hémodynamique, on a le remplissage et on a les vasopresseurs. Et vous savez tous qu'actuellement, il y a une tendance à diminuer les quantités de soluté et puis on augmente la quantité de vasopresseurs pour maintenir le plus souvent une pression artérielle. Et moi j'aime bien ça parce que j'adore les vasopresseurs, donc ça me va très bien. Mais je regarde aussi d'un esprit critique ce qui sort dans la littérature. Et ça, c'est une étude sur la chirurgie abdominale. C'est donc une étude américaine. Ils prennent des grosses bases de données. On ne sait pas comment les patients sont monitorés. On ne sait pas comment ils sont remplis. Mais ils regardent ce que ça donne en termes de cristalloïdes. On voit qu'on utilise moins de cristalloïdes et qu'on utilise plus de vasopresseurs. C'est exactement ce qu'on fait en France. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent que quand on donne du liquide, si on raisonne en termes d'insuffisance rénale, c'est quand même bien de donner du liquide. Il faut quand même donner du liquide. Je dis ça parce que nous, on a connu beaucoup de liquide, puis on a connu, oh là là, il faut vraiment être très très restrictif.
Et puis, en fait, on revient maintenant à des choses plus raisonnables. Et évidemment que quand on a un patient en choc, quand on a un patient en post-op, quand on a un traumatisme, on doit donner du liquide, c'est sûr. Maintenant, le tout est de savoir, c'est quand la marge excessive. C'est pour ça que la congestion veineuse est intéressante, même si je crois que ce n'est pas assez sensible. Mais en tous les cas, on voit que il faut quand même donner du liquide. Il faut faire, là, dans ce travail, c'est l'idée du travail, c'est attention aux vasopresseurs, parce que ça peut être délétère. Donc, c'est cette balance entre le liquide et les vasopresseurs qui est vraiment difficile à trouver. Alors, je vous montre un petit peu sur les vasopresseurs. En tous les cas, nous, les travaux qu'on fait, c'est des travaux expérimentaux, c'est des travaux qu'on fait un choc hémorragique sur des cochons et on fait donc un choc hémorragique pendant 90 minutes entre 35 et 30 mm de mercure, puis ensuite on les réanime. Donc les animaux, c'est comme une réanimation chez l'homme, ils ont tout le monitorage, et donc on les garde pendant 1 jour, 2 jours. Ici, on testait en fait soit remplissage seul, soit donc remplissage plus 2 concentrations de vasopresseurs. Évidemment, quand vous mettez un vasopresseur, il n'y a rien de génial là-dedans, c'est que vous diluez moins vos animaux, et c'est ce qu'on cherche chez les patients traumatisés, à ne pas trop les diluer, et vous donnez moins de liquide avec les mêmes objectifs hémodynamiques. Donc, on a regardé beaucoup de choses sur ces animaux. On a regardé notamment la pression au niveau du rein, en se disant que si on donne moins de liquide, ça va être bénéfique, on aura moins d'œdème et on va moins dégrader. On a regardé l'oxygénation sur les reins avec des PO2 tissulaires, et puis on a fait des techniques d'échographie avec des microbules, donc de l'échographie de contraste pour voir l'effet sur le rein. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de paramètres hémodynamiques, vous voyez, même si on remplit moins, dans les groupes où on a utilisé 2 doses de noradrénaline, en fait, on a la même récupération en termes d'index cardiaque, d'accord ? Même si on donne moins de liquide, c'est normal, puisqu'on utilise la noradrénaline qui a un impact sur la fonction cardiaque. Donc, on arrive à avoir les mêmes objectifs en termes de débit cardiaque et en termes de transport artériel en oxygène. Sur l'oxygénation, on n'a pas de différence. Et sur la pression intrarénale, où on espérait une différence, en fait, ça ne change rien. Vraisemblablement parce qu'on a une augmentation de la pression au niveau rénal, peut-être dans des états plus graves, plus inflammatoires, ou qu'on remplit plus. En tous les cas, nous, on ne l'a pas observé. Sur les paramètres d'écho, vous voyez qu'on induit donc une baisse du débit rénal au cours du choc, et puis ensuite, on récupère de façon similaire dans les 2 groupes, même avec le vasopresseur. D'accord ? Donc le vasopresseur, en tous les cas, il ne semble pas être délétère au niveau de la microcirculation rénale. Et quand on regarde les biopsies, parce que c'est quand même, évidemment chez l'animal, on a la chance de pouvoir en faire, mais c'est quand même le juge de paix, ce qu'on voit, c'est que si on regarde les atteintes tubulaires, quand on met que du liquide, alors c'est un choc qui est prolongé, on a des atteintes tubulaires, mais le fait de rajouter de la noradrénaline n'aggrave pas les atteintes tubulaires. Donc, moi, je suis assez rassuré. Je me dis, waouh, donc on a de la marge et qu'on ne fait pas de bêtises quand on introduit précocement la noradrénaline sur la fonction rénale. Et ce qui est intéressant, ce qui a été dit, si on regarde l'anapathe, il y a plein d'autres choses que les tubules. C'est impressionnant de voir les autres lésions que l'on a et qui sont, à mon avis, insuffisamment explorées. Alors, la situation, elle est plus compliquée que ça, et c'est pour ça que c'est difficile. Évidemment, on essaie de faire au mieux, mais vraisemblablement, il y a des situations où on passe à côté. Donc, je vous montre le même modèle où on a fait choc hémorragique plus de la rhabdomyolyse pour faire comme dans le trauma, ce que l'on a, puisqu'on a de la rhabdomyolyse de façon importante. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait un choc hémorragique seul, on a un certain niveau de lésion tubulaire. Quand on fait une rhabdomyolyse seule, on a un certain niveau de lésion tubulaire. Mais quand on potentialise, quand on fait les deux, on potentialise. D'accord ? Et du coup, on arrive à des lésions qui sont beaucoup plus importantes à partir du moment où on associe les deux. Et vous voyez, là, c'est vraiment très, très, très évident. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même, vous voyez, l'hémodynamique, je la normalise dans les 2 cas. Donc, quand j'ai eu mon choc et que j'arrive après, en plus, le choc hémorragique, c'est
un truc qui est, je dirais, où on contrôle le timing, contrairement au choc septique. Donc, quand j'ai fait mon choc hémorragique, si je regarde mes paramètres hémodynamiques, choc hémorragique plus rhabdomyolyse, choc hémorragique seul et tout, j'ai normalisé mon hémodynamique systémique. Mais mes lésions, elles sont là. Et là, je suis d'accord que ce n'est pas la créate qui va me permettre de distinguer. Hélas. Donc, vraisemblablement, il faut qu'on soit plus pertinent là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a, dans le même modèle, on a une approche, donc ça c'est une ANR qu'on a démarrée, une même approche où on analyse un peu différemment les choses, et notamment avec de la transcriptomique. Du coup, bon, c'est des résultats préliminaires, mais ils sont excessivement intéressants au niveau médulaire et au niveau cortical. Donc, il faut aller plus loin. Alors, chez l'homme, là aussi, je vous ai dit, on est en aveugle. Pour illustrer ça, donc ça, c'est de l'écho de contraste qu'on a fait avec Anatole Arroy sur des patients en choc septique, 20 patients en choc septique versus des patients, donc des témoins qui étaient essentiellement des cérébrolésés. Et on les réanime, on a l'impression qu'on fait tout ce au mieux, quoi. On les réanime bien. On corrige l'hémodynamique, ils ont encore un peu de noradré, mais les lactates sont à 2,6. Et puis, on regarde un petit peu ce qu'il en est au niveau de leur écho de contraste. Et sur l'écho de contraste, je vous ai montré 3 patients différents parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. On a des patients où, en fait, après réanimation, eh ben, l'écho de contraste, ça passe très bien. On a des patients où, vous voyez, le flux, c'est catastrophique. L'hémodynamique systémique, c'est la même. Et on a des patients où on a des hyperdébits. Alors évidemment, quand il y a un hyperdébit, ce n'est pas la peine que je continue à le remplir, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que je fais à celui où la microcirculation, elle est complètement HS? Je fais quoi? Et surtout, comment je le sais? Comment je le sais? Et quand on regarde les choses, c'est que ici, c'était donc les paramètres donc, de l'écho de contraste. Vous voyez que globalement, les chocs septiques, c'est altéré, même si on a une grande diversité. Hein. Donc, petite population, grande diversité, ça veut dire qu'il y a quand même un gros effet. Hein. Quand on regarde les conséquences sur ceux qui font une insuffisance rénale et ceux qui ne font pas d'insuffisance rénale, c'est pas génial, hein, mais ceux qui n'ont pas de débit, ils font l'insuffisance rénale. D'accord? Donc, quand je vous ai dit on est en aveugle, on est en aveugle. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler là-dessus au point de vue recherche, sur le monitorage, sur continuer à travailler sur les biomarqueurs, et je pense que les approches d'aborder le transcriptome, c'est, à mon avis, la bonne piste. Donc, voilà. Alors, les autres choses, c'est, j'ai rajouté cette diapo pour le président de l'ASFAR sur l'albumine. Est-ce qu'il faut continuer à travailler sur les différents solutés de remplissage? Oui. On va sortir un article, donc une étude sur les patients polytraumatisés, soluté balancée versus NaCl. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous donner les résultats, mais il faut continuer à travailler. Je vous montre l'albumine à 20%. Moi, j'adore l'albumine à 20%. Comme ça, j'aime bien, là, c'est le concept. Pression oncotique, ça corrige la microcirculation, je le fais pour Jean-Michel, ça corrige la microcirculation, c'est un scavenger des radicaux libres, quoi, le truc, c'est génial. Post cette étude qui vient de sortir, hein, australienne, où il donne en post-opératoire, sur des patients donc de chirurgie cardiaque, il leur donne 300 millilitres d'albumine à 20%. Il faut continuer à travailler parce qu'on peut faire des bêtises, puisque là, c'est délétère. Je laisserai Jean-Michel commenter dans sa frustration. Moi aussi, j'étais frustré, mais c'est comme ça. Hein. Il faut garder un esprit critique. Alors, quel est le bon niveau de pression qu'il faut essayer d'atteindre? Ça aussi, c'est une question. Bon...
j'adore cette étude, Emmanuel Futier. Pour moi, ça a été vraiment, je trouve que on a modifié notre protocole de prise en charge au bloc opératoire basé sur cette étude, individualiser la pression, tenir compte de la pression du patient, c'est conceptuellement très séduisant. Maintenant, je pense qu'il nous faut d'autres études. Il y en a une qui va paraître. Je crois que je ne suis pas sûr qu'il faille chercher des hauts niveaux de pression artérielle. En tous les cas, nous, on va avoir aussi une étude, un PHRC qui va démarrer là-dessus. Je pense qu'il faut encore se questionner. En tous les cas, moi, je n'ai pas la bonne réponse, même si, dans la pratique actuellement au bloc opératoire, on tient compte de la pression artérielle, notamment chez les patients hypertendus, bien évidemment. Mais ça reste une question débattue. Est-ce qu'il y a un vasopresseur qui fait mieux qu'un autre ? Là aussi, c'est excessivement excitant. On pourrait se dire, actuellement, nous on travaille sur la vasopressine, on pourrait se dire que la vasopressine, parce que ça a un effet préférentiel sur l'artériole postglomérulaire, peut-être c'est plus intelligent, mais malgré tout, ça reste excessivement discuté. Vous connaissez cette étude VAST. L'étude VAST, elle a été vue un petit peu rapidement. C'est le patient est sous noradrénaline, un choc septique, je rajoute de la vasopressine à faible dose, et pas d'effet sur la mortalité. En fait, il y a un effet sur la mortalité sur un groupe moins sévère, qui est caractérisé par 5 à 14 microgrammes de noradrénaline par minute. Et ce groupe a été longtemps estimé comme un groupe, ils ne sont pas graves, est-ce que c'est vraiment important ? Attention, ils n'utilisent pas du titrate, on utilise du titrate, il faut multiplier par 2 les concentrations, donc ça fait quand même des concentrations qui peuvent aller jusqu'à, si je parle en milligrammes heure, jusqu'à 1,6 milligrammes heure. Donc c'est des chocs septiques quand même qui ont une certaine gravité. Et il y a un effet sur la mortalité. Donc on peut réverser en se disant que sur les patients les plus graves, il n'y a pas d'effet sur la mortalité, tout simplement parce qu'ils sont trop graves. Mais donc garder l'idée de la vasopressine, et notamment dans cette étude, une analyse de ce groupe, on voyait que sur les patients qui étaient donc à risque d'insuffisance rénale, c'était une ancienne classification, eh bien ils allaient moins vers l'insuffisance rénale quand ils étaient sous vasopressine. Et cette étude en chirurgie cardiaque, post-chirurgie cardiaque, donc sur des patients fragiles, donc qui sont avec des atteintes vasculaires, eh bien, l'utilisation de vasopressine en post-opératoire montrait un effet sur l'insuffisance rénale, donc quelque chose, et l'effet était particulièrement marqué sur les AKIN 2 et AKIN 3, avec une diminution des patients en épuration extra-rénale. Donc, je pense qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Il y a plusieurs études qui vont être démarrées. Nous, on commence un PHRC sur transplantation hépatique et vasopressine. Donc, à voir, mais en tous les cas, c'est une piste très intéressante de recherche pour prévenir. Dans la vasopressine, je pense que vous avez vu cet article, qui est un article donc, de Piracchio réalisé aux États-Unis, où ils prennent, alors la méthodologie, je ne suis pas assez compétent, ils prennent une cohorte de patients, ils vont en fait analyser tous les jours un certain nombre d'items, ils vont utiliser l'intelligence artificielle, en fait ils vont faire une aide donc pas tellement au diagnostic, mais à l'intervention et le proposer aux médecins. Et en fait, c'est est-ce que j'introduis ou pas, et à quel moment j'introduis de la vasopressine. Ce qui montre, c'est que, eh bien, ils vont traiter plus de patients qui sont sous noradrénaline, donc ils vont rajouter la vasopressine. Avec cette aide donc pour les médecins, ils vont traiter plus précocement et ils vont démarrer la vasopressine à une plus faible concentration de noradrénaline. Ce qui est intéressant quand on regarde au niveau des épurations extra-rénales, eh bien, il y a un effet qui est significatif donc, avec cette stratégie. Donc, évidemment, il faut garder un esprit critique par rapport à ça. Et ça nécessite d'autres études, mais c'est aussi des nouvelles approches auxquelles il faut s'habituer et il faut développer notre esprit critique vis-à-vis de ces nouvelles méthodes d'essais cliniques. On a vu, je vais passer très vite, évidemment que l'échographie, c'est quelque chose vers lequel il faut aller. Je pense que vous l'utilisez déjà, je pense, au lit du malade. En tous les cas, pour avoir un Doppler rénal, évidemment, c'est des grosses choses. Je pense que ce n'est pas
assez sensible encore, mais savoir si le malade est congestif ou pas, ça permet évidemment de modifier vos thérapeutiques. Donc, il faut utiliser cet instrument qui est sous notre main. Alors, en conclusion, vous allez voir, c'est assez génial comme conclusion. Prévention de l'hypotension. Ben oui, il faut prévenir les hypotensions. Je pense que ce qui est important, c'est le timing. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas, ou ce que vous ne voyez pas, c'est qu'actuellement, on traite beaucoup plus vite les patients, on évite beaucoup plus les hypotensions, on met beaucoup plus précocement la noradrénaline. Ça n'était pas le cas avant. C'est-à-dire quand on dit qu'il y avait 50% d'insuffisance rénale, etc., ça n'était pas le cas avant. Avant, on mettait de la dopamine, un truc qui ne fait pas grand-chose. Il était 10 heures du soir, on mettait la dopamine, c'était pas trop grave, puis on augmentait la dopamine dans la nuit, et le lendemain, on disait « Ah, dis non, il pisse toujours pas ». C'était pris 12 heures. Donc, évidemment, quand on fait de la traumatologie, on est habitué au damage control et à réagir très vite. Il faut faire la même chose dans le sepsis. Il faut réagir vite. Donc, il faut rapidement restaurer une hémodynamique. Il faut rapidement corriger un volume d'éjection systolique. Il faut monitorer les patients. Et là-dedans, dans le monitorage, pour moi, il y a l'écho. Évidemment qu'il faut caractériser les dysfonctions. Et l'écho, c'est aussi l'écho rénal. Donc, optimiser la macrocirculation, déjà, c'est une chose. Quelle cible de pression artérielle? Est-ce qu'il faut aller vers une individualisation? Pour l'instant, je pense que c'est trop précoce, en tous les cas, sur les patients de Réa. Et je n'ai pas la réponse, en tous les cas. Introduction précoce des vasopresseurs. Je crois qu'il faut aussi se céder des nouveaux vasopresseurs qu'on a. On a la vasopressine. L'angio 2, eh bien aussi, il faut regarder ça dans la littérature avec un esprit critique. Est-ce que ça peut être utile ou pas? Et je réinsiste sur l'échographie parce que je pense que c'est vraiment, en parallèle des biomarqueurs, c'est vraiment ce dont on a besoin et c'est vraiment ce qu'on va avoir dans les années à venir. Si vous suivez un peu l'échographie, si vous voyez les nouvelles techniques, les nouvelles méthodologies d'échographie, ce qu'on arrive à avoir, c'est impressionnant. Donc je pense que bientôt on ne sera plus en aveugle. Enfin, vous ne serez plus en aveugle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle présentation.